Redwige Diaz, notre invitée, bonjour. Bonjour, et bienvenue. Vice-présidente du Rassemblement national, députée de la Gironde. Sébastien Lecornu renonce donc au 49.3. Est-ce que vous craignez, comme Jean-Luc Mélenchon, on vient de le voir, qu'il se serve d'autres outils constitutionnels pour faire le budget à sa main? Ça n'est pas à exclure. Bon, déjà, moi, quand j'ai entendu cette annonce, je me suis dit, comme l'immense majorité des Français, ça y est, le cauchemar de voir un Premier ministre monter les marches pour se retrouver à la tribune de l'Assemblée nationale et dire sur l'article, sur le fondement de l'article 49.3, je mets la responsabilité de mon gouvernement en jeu. Je me suis dit, ça y est, c'est terminé, enfin, parce que cette formule, on l'a beaucoup trop entendue. Maintenant, je n'oublie pas que Monsieur Lecornu est un macroniste et il n'a pas tout dit dans son allocution hier. Vous voyez, là, je m'étonne déjà du temps qu'il faut à Monsieur Lecornu depuis sa nomination pour nommer un gouvernement. On a quand même déjà perdu beaucoup de temps. On ne sait même pas. A priori, peut-être en début de semaine, qu'il y aura ça vous intéresse, politique générale. Le gouvernement, ça change quoi finalement dans la discussion? En tout cas, je vais vous dire, moi je suis très régulièrement dans ma circonscription en Gironde, j'ai pas l'impression que ça intéresse beaucoup les Français. Mais pour commencer les travaux parlementaires, il faut qu'il y ait un gouvernement. Donc là, je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps. Et donc je me demande si cette perte du temps ne s'inscrit pas dans une stratégie, dans une manœuvre de Monsieur Lecornu pour en fait utiliser un autre article de la Constitution qui s'appelle l'article 47 et en fait qui viendrait, si à épuisement du temps consacré au débat budgétaire, et bien du coup il n'y a pas de vote du budget, et bien c'est la feuille de route, c'est le projet de loi, donc c'est le budget gouvernemental qui puisse passer sans vote. Par ordonnance, avec cet article 47.1 de la Constitution. C'est ça, exactement. Donc en fait, ça reviendrait à la même brutalité qu'un 49.3. Donc vous, c'est les soupçons que vous avez. Ouais. Pourtant là, il décide de redonner la main aux parlementaires que vous êtes. Vous devriez être quand même salué. Et même Marine Le Pen l'a fait hier en disant que c'était quand même un acte démocratique. Oui, mais je vous dis, moi je me réjouis qu'il n'y ait pas de 49.3, mais je suis obligée de garder à l'esprit peut-être cette arrière-pensée de Monsieur Lecornu d'utiliser l'article 47.1, c'est-à-dire pour faire passer la copie gouvernementale. Maintenant, j'ai entendu hier Monsieur Attal saluer la décision de Monsieur Lecornu et dire à Monsieur Lecornu, nous serons à vos côtés pour faire voter un budget. Moi, je voudrais juste rappeler que l'année dernière, au moment des débats budgétaires, les amis de Monsieur Attal, les députés macronistes, ont littéralement déserté les bancs de l'Assemblée nationale, ce qui fait que ce sont les amendements lunaires de fiscalité confiscatoire proposés par le nouveau Front populaire qui sont passés dans la copie budgétaire. Nous, au Rassemblement national, nous étions extrêmement mobilisés. Vous le savez, nous sommes le groupe le plus assidu à l'Assemblée nationale. Mais je veux juste dire à Monsieur Attal, je veux lui rappeler en fait l'adresse de l'Assemblée nationale, 126 rue de l'Université, pour qu'il la communique à ses députés, parce qu'il faudra qu'ils soient là pour voter les délires idéologiques de l'extrême gauche. Vous dites qu'on a voté beaucoup de choses confiscatoires, mais vous y avez participé l'année dernière. Ah bon? Parce que en vous abstenant sur la taxe Zuckman, vous avez fait passer cette taxe Zuckman qui touche donc les patrimoines les plus aisés et le patrimoine productif. Non, parce qu'en fait, nous voulions juste laisser courir le débat. Moi, ce que je veux dire, c'est que la ligne... De fait, ça a été voté. Non, mais c'était juste en première lecture. Et ce que je veux vous dire, c'est que nous, avec Marine Le Pen, notre feuille de route, elle est claire, c'est pas d'augmentation d'impôts. Vous voyez, moi, je suis élue en Gironde, un territoire très viticole. Et je me souviens que l'année dernière, au moment des discussions budgétaires, le nouveau Front populaire n'a cessé de proposer de nouvelles taxes, de nouvelles fiscalités contre la viticulture, la taxe sur les cotisations sociales, sur la publicité, oui, mais etc. Mais il faut rapprocher ce que vous dites des actes, du coup, parce qu'en laissant passer la taxe Zuckman, non, mais la taxe, attendez, vous la faites voter à l'Assemblée. La taxe Zuckman, c'est pas l'alpha et l'oméga. Moi, je veux dire, en fait, dans le quotidien des Français, dans le quotidien des viticulteurs notamment, eh bien, ils ont été accablés de taxes parce que le bloc central était littéralement absent des discussions budgétaires et le NFP a pu faire passer ces taxes. Heureusement, je le dis, que le Rassemblement national était là, extrêmement mobilisé pour rejeter cette explosion de la fiscalité qui aurait aggravé le budget des Français et la compétitivité des entreprises. Alors Sébastien Lecornu, il dit que lui, il veut des baisses des dépenses et pas d'augmentation d'impôts. Donc là-dessus, vous êtes plutôt raccord. Est-ce qu'en renonçant aussi au 49.3, vous dites on va essayer de débattre au Parlement, on va essayer de se mettre d'accord puisque finalement les Français ont voté pour cette Assemblée nationale là. Est-ce que ça veut dire que vous ne censurez pas
dès le discours de politique générale? Alors, ça dépendra des propos que monsieur Lecornu tiendra. Nous en discuterons avec Marine Le Pen à l'occasion d'une réunion de groupe. Moi, ce que je veux dire, c'est que le Rassemblement national a toujours fait preuve de responsabilité. Il n'y a pas de sectarisme de notre côté. Vous pouvez reprendre tous les débats parlementaires depuis 3 ans. À chaque fois qu'un amendement allait dans le bon sens, à chaque fois qu'une proposition de loi allait dans le bon sens, nous l'avons voté. Hélas, je regrette que l'inverse ne soit pas vrai. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Rassemblement national a proposé une loi à l'occasion de sa niche parlementaire, par exemple, eh bien, tous les bancs, des Républicains jusqu'à la France Insoumise, se sont alliés pour nous refuser nos propositions de loi. Je vais vous prendre un exemple. L'expulsion des délinquants étrangers, qui est une mesure plébiscitée par l'immense majorité des Français. Tout le monde a voté contre cette loi, y compris les amis de M. Retailleau. Bruno Retailleau a dit craindre une coalition des démagogues. 149.3. Pour quelle réforme seriez-vous prêts, vous, RN, à joindre vos voix à celles de la gauche pour les faire adopter? Ah ben je le dis, nous en fait, dès lors que nous estimons qu'un projet va dans le bon sens, qu'il est attendu par les Français, eh bien nous votons. En fait, c'est ce que je vous dis, c'est la différence entre nous et les autres partis. Donc vous êtes prêts éventuellement à faire alliance avec la gauche pour faire passer des réformes? C'est pas spécialement une alliance, c'est juste que l'Assemblée nationale est constituée telle qu'elle est constituée aujourd'hui. C'est le choix des Français. Nous sommes respectueux du choix des Français. Et donc si dans notre programme il y a par exemple la révision de la réforme des retraites, eh bien oui, nous voterons en ce sens, peu importe avec qui. L'essentiel, c'est que nous allons respecter la parole que nous avons donnée à nos 11 millions d'électeurs, que je remercie de nous faire confiance de plus en plus chaque jour. Alors justement, je pensais à la réforme des retraites. Est-ce que vous allez déposer un amendement de suspension, d'abrogation dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale? Oui, c'est possible. C'est à l'étude. De toute façon, Marine Le Pen a été très claire sur ce sujet. C'était dans le programme de Marine Le Pen, l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Donc nous, avec beaucoup de constance, avec beaucoup de cohérence, avec beaucoup de détermination aussi, oui, nous transcrivons par des actes nos engagements électoraux. Il y a eu des gestes qui ont été annoncés. On commence à voir se dessiner un peu le budget. Sébastien Lecornu a parlé d'une taxe sur le patrimoine financier avec un rendement assez faible quand même, à 2 milliards. C'est pas la taxe Zuckman. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous trouvez qu'effectivement les patrimoines aisés, les holdings doivent être mis à contribution? J'attends de voir le texte parce que du coup c'est une annonce qui a été sortie hier sur un plateau télé. Je peux pas me positionner sans avoir lu l'amendement, savoir à quoi va servir cette nouvelle recette fiscale. Nous, vous savez, avec Marine Le Pen, nous sommes contre l'augmentation des impôts. Mais en même temps, vous êtes pour la justice fiscale, non? Exactement, tout à fait. C'est pour ça que j'attends de voir à quoi va servir cette taxe, comment elle va être dirigée, sur qui elle va s'appliquer, parce qu'on entend toujours les plus riches. Moi, j'attends de voir aussi à partir de quel seuil on considère que quelqu'un est riche. Donc donc beaucoup de prudence dans la réponse que je vous formule, parce que j'attends de voir le texte, parce qu'avec les macronistes, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Vous n'avez pas exclu du coup un amendement pour supprimer la réforme des retraites. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi un amendement pour supprimer l'AME et le transformer en AMU? Oui, ça fait partie de notre programme électoral. Vous savez, cette aide médicale d'État qui bénéficie aux clandestins, alors que beaucoup de Français ont de plus en plus de mal à se soigner. Le budget de l'aide médicale d'État, avec ses bénéficiaires qui ont triplé en 20 ans, c'est vraiment une injustice sociale. C'est un affront qu'on fait aux Français qui cotisent et qui n'arrivent plus à se soigner. Donc oui, bien sûr, comme à chaque budget, nous proposerons un amendement pour supprimer l'aide médicale d'État, le transformer en aide médicale d'urgence. J'espère que les amis de M. Retailleau le voteront. Moi, ce que je veux dire, c'est que M. Retailleau, ça fait un certain nombre de temps maintenant qui nous fait des déclarations en matière de fermeté sur l'immigration. Malheureusement, on ne voit rien arriver. L'année dernière, vous aviez réussi à faire voter la suppression de l'aide à la contribution de la France à l'Union européenne. Est-ce que vous allez à nouveau demander ça dans le prochain budget? Oui, tout à fait. C'est dans notre programme. Je veux dire, la France donne de plus en plus d'argent à l'Union européenne, qui nous en redistribue de moins en moins et qui en plus nous impose la manière dont nous devons répartir cet argent. Je veux dire, quand Jordan Bardella arrive largement en tête au moment des élections européennes, ça envoie un message que les macronistes doivent entendre. Les Français disent stop à cette explosion de subventions de contributions au budget de l'Union européenne. Donc oui, nous souhaitons diminuer cette contribution et ça ne veut pas dire, comme j'entends chez les macronistes, une sortie de l'Union européenne, une sortie de l'euro et je ne sais quelle caricature encore, mais simplement c'est
une question de rééquilibrage fiscal. Les Français n'en peuvent plus, ne sont pas d'accord pour donner autant d'argent à l'Union européenne, qui s'arroge par ailleurs des compétences qui n'étaient pas initialement prévues dans la statut avec l'Union européenne. Donc oui, nous le disons, il faut baisser la contribution nette de la France au budget de l'Union européenne. Et voilà comment on va récupérer de l'argent et faire des économies, parce que c'est ça en fait le cœur du sujet. Ce que nous voulons avec Marine Jordan Bardella, c'est faire des économies. Il y a eu un accord au Parlement pour les postes clés. Le RN a retrouvé 2 vice-présidences. Ça veut dire que vous êtes accordé avec le socle commun pour que vos vice-présidents passent. Vous n'avez pas participé ou mis de candidat pour la présidence de la Commission des Finances, que vous revendiquiez par ailleurs avant. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, il y a un accord plus global et que finalement, ce renoncement au 49.3 pourrait faire qu'il y ait des alliances entre le RN et le socle commun pour faire passer un certain nombre de sujets? Non, ça c'est ce que disent nos adversaires du nouveau Front populaire. Moi je le dis, nous nous réjouissons que le règlement de l'Assemblée nationale ait été respecté. Qu'est-ce qui prévoit ce règlement? Il prévoit une juste répartition des postes en fonction des forces politiques. Le Rassemblement national est le premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Il était normal que 2 vice-présidences nous reviennent, et je peux vous faire part de ma joie de voir Hélène Laporte et Sébastien Chenu à nouveau présider ces séances, parce qu'en plus ce sont des vice-présidents particulièrement compétents. Donc c'est juste en fait le règlement intérieur qui a été respecté. Je rappelle que l'année dernière, il n'avait pas été respecté précisément parce qu'il y avait eu un accord entre le bloc central et le nouveau Front populaire, ce barrage anti-républicain qui a profondément indigné les Français. Le Front républicain qui s'est poursuivi après la dissolution de 2024. Pourquoi les macronistes ont changé d'avis là maintenant, un an après? Eh bien peut-être qu'ils ont enfin compris qu'ils n'étaient plus majoritaires à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'ils se disent qu'il faut enfin respecter les institutions. Je pense que sur le terrain, on doit leur dire que ça n'est plus possible qu'ils se comportent comme les élus du nouveau Front populaire, c'est-à-dire qu'ils piétinent ces règlements de notre institution. Et donc je pense, en tout cas je souhaite qu'ils soient revenus à la raison, et j'espère que cela se poursuivra au moment des discussions budgétaires, si d'ici là il n'y a pas censure, parce que vous savez, Marine Le Pen l'a indiqué, nous n'avançons pas masqués. Avec Monsieur Le Cornu, nous avons été très clairs, c'est ou la rupture ou la censure. Edwige Diaz, on voit que les Républicains posent leurs conditions. S'ils n'étaient pas au gouvernement, qu'est-ce que ça signifierait pour vous? Écoutez, là, c'est le problème des Républicains. Moi, ce que je vois, c'est que dans notre pays, les Républicains ont perdu les élections, quand même, avec des scores assez faibles, et qu'ils viennent aujourd'hui marchander quelque part des postes. Je pense que c'est pas ainsi qu'ils vont récupérer des électeurs. Ça fait vraiment quand même très ancien monde, très politicaillerie, et on ne peut pas s'empêcher de penser que derrière cela, il y a des ambitions présidentielles 2027 pour notamment Monsieur Retailleau ou Monsieur Wauquiez. On voit qu'il y a du rififi au sein des Républicains. Je pense que c'est vraiment ce qui dégoûte les Français. Et moi, je sais que parmi les électeurs des Républicains, il y a des patriotes sincères, et à cela, je tends la main et je leur dis rejoignez-nous. Merci Edwige Diaz d'avoir été notre invitée ce matin, vice-présidente du Rassemblement national.